Récemment, un ami m'a fait regarder un animé appelé Uka no Yusha. À l'époque de sa sortie, j'avais regardé le premier épisode, j'avais trouvé l'idée intéressante, mais au final, je ne l'avais pas continué. Le temps a passé et je ne l'avais toujours pas vu, jusqu'à la semaine dernière. Puis un beau jour, sur un charmant serveur Discord, on m'a lancé le défi de le regarder. Et pour moi, c'est un anime qui te trompe avec une prémisse de héros, juste pour t'envoyer un puzzle géant, que tu dois essayer de résoudre en même temps que les personnages principaux. Je pensais que l'animation allait être bonne, mais au final, elle s'est révélée horrible. Malgré ça, j'ai décidé de vous faire un résumé complet ici. Dans cet anime, un garçon appelé Adlet a vu un démon sacrifier brutalement sa famille. Et tout ça alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Heureusement, il s'en est sorti vivant. Mais il a continué à souffrir dans un monde cruel, menant une vie complètement vide de sens. Pendant les 3 années qui ont suivi la mort de sa famille, il a vécu au bord de la mort, errant dans le monde à la recherche d'une réponse à ses problèmes. Il a alors commencé à rêver de devenir l'homme le plus fort du monde, pour pouvoir venger sa famille en battant les démons. Cependant, quand il a enfin trouvé un homme qui pouvait l'aider, la réponse à son envie de devenir l'homme le plus fort du monde a été brutale. L'homme qu'il admirait tant lui a demandé d'oublier sa famille décédée et lui a même dit que Adlet resterait un moins que rien jusqu'à la fin de sa vie. Le petit Adlet s'est mis à pleurer, disant qu'il ne méritait même pas de continuer à respirer parce qu'il était le plus faible de toute sa famille. Et pourtant, c'était lui le seul survivant. Mais en entendant ça, l'homme n'a eu aucune pitié et l'a frappé si fort qu'il a failli mourir sur place. Le garçon s'est mis à se tordre dans tous les sens pour essayer de respirer. Et, alors qu'il luttait pour survivre, l'homme s'est mis à lui crier dessus « Souris !» Avant même que le petit garçon comprenne pourquoi il devait sourire, il a encore reçu un coup de pied. L'homme lui a dit que le seul moyen d'obtenir une véritable force, c'était d'apprendre à rire face à la douleur. Il a continué à attendrir sa chair jusqu'à ce que le petit garçon réussisse à sourire, même en étant totalement battu. Avec le temps, Adlet a créé des armes ingénieuses qui défiaient les lois de la physique. Il était tellement dévoué à son entraînement qu'il s'est même cassé les os plusieurs fois. Et avec toute cette détermination, ce petit garçon maigrichon a fini par devenir l'un des héros choisis par la déesse de la guerre, recevant ainsi le pouvoir nécessaire pour, un jour, mettre fin aux agissements du roi des démons, quand il reviendrait enfin à la vie. Mais avant d'être choisi, voyons ce qu'il a fait pour mériter d'être sélectionné par la déesse. Quelques mois avant d'être choisi, un tournoi était sur le point de commencer. Un tournoi qui devait désigner le guerrier le plus puissant de la planète. Les 2 hommes les plus puissants étaient réunis et l'annonce officielle se faisait devant la statue géante de la déesse. Le vainqueur de cette bataille pourrait ensuite affronter la princesse Nashetania, qui même si elle a l'air d'être une fille comme les autres, est en réalité très puissante. Mais alors que tous les discours sont en train d'être prononcés, Adlet débarque en plein milieu de l'événement, affirmant haut et fort qu'il est le véritable homme le plus fort du monde. Tout le monde le regarde, en mode « c'est qui ce taré ?» Alors, pour prouver sa force, il propose d'affronter ces 2 hommes considérés comme des demi-dieux. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, il dit carrément qu'il peut les vaincre tous les 2 en même temps. Au début, les 2 ne font même pas attention à Adlet. Ils n'ont clairement pas envie de gaspiller leur énergie sur un inconnu. Mais quand les gardes s'approchent de lui, Adlet sort ses fléchettes secrètes et les assomme tous en quelques secondes. Les 2 hommes commencent alors à se dire que ce gamin n'est peut-être pas un simple fou et décident d'en finir avec lui. Mais grâce à son agilité complètement folle, Adlet réussit à esquiver toutes les attaques. En esquivant un des coups, il jette de l'essence sur l'un de ses ennemis. Et sur son gilet, il révèle des dizaines de grenades. Il en lance plusieurs, créant un environnement où personne ne peut les viser à distance. Ses ennemis commencent même à se dire qu'il s'agit peut-être d'un genre de sorcier démoniaque. Mais soudain, Adlet s'approche pour contre-attaquer. Rapidement, le demi-dieu de l'air réussit à frapper son épée, la faisant tomber des mains d'Adlet. Mais en réalité, c'était exactement le plan d'Adlet qui met le feu au visage de son ennemi. Et pendant que ce dernier se bat pour voir à travers les flammes, Adlet lui brise le bras et le jette au sol, probablement en lui cassant quelques vertèbres au passage. Au même moment, le demi-dieu de l'ours ne peut même plus bouger à cause des épines empoisonnées qu'Adlet avait placées à l'avance. Alors, devant tout le monde, Adlet se présenta fièrement, disant qu'il s'appelait Adlet Maya, l'homme le plus fort du monde. Il se tourna vers la statue et demanda à la déesse si elle avait prêté attention à sa performance et s'il était apte à devenir l'un de ses élus. Mais avant que la statue ne puisse lui faire une petite danse Fortnite, l'un des demi-dieux s'est levé et a réussi à l'attaquer. Rapidement, tout le public se met à le huer et à lui jeter de la nourriture. Et plus tard, nous voyons qu'Adlet a été enfermé dans une cellule. Et avant qu'il ne réalise ce qui allait lui arriver, une fille extrêmement séduisante est apparue,
le complimentant sur sa façon de se battre. Elle s'approche de lui et lui tend la main pour le saluer. Adlet lui serre la main et la jeune fille curieuse lui demande comment il est devenu si puissant. Il commence alors à raconter sa vie et soudain la jeune fille se met à applaudir. Puis elle lui demande pourquoi il a besoin de déclarer à tout le monde qu'il est l'homme le plus fort du monde. C'est alors qu'il révèle son véritable but. Il veut être choisi comme l'un des 6 héros de la fleur pour vaincre le dieu démon, qui était sur le point de revenir. Après avoir dit cela, Adlet se méfia de la jeune fille, car une simple servante ne pouvait pas entrer dans une telle prison. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que ses courbes étaient identiques à celles de la princesse. Et lorsqu'il le dit à voix haute, elle fut impressionnée par son niveau de perception et s'en alla. Le lendemain matin, nous découvrons qu'Adlet a été condamné à une exécution lente. Il doit être enfermé dans une cellule horrible, nourrie avec des restes, et il y restera jusqu'à sa mort. Normalement, les gens ne tiennent pas un mois, mais Adlet va contre toute attente et finit par survivre 2 mois. Et la réponse à la question de savoir pourquoi il a survécu est très simple. Il a mangé les déchets jetés par les gardes, bu l'eau de pluie qui se déversait le long du mur, et c'est ainsi qu'au bout de 3 mois, son bras s'étant complètement remis, il s'est dit qu'il était temps de mettre au point un plan d'évasion. Ce même jour, dans la nuit, alors qu'il vaquait à ses occupations habituelles, le ciel devint soudain rouge, et cette lumière signala le retour du dieu démon. Après ce signal, la déesse de la guerre apparut devant Adlet et lui planta un clou dans la peau. Lorsqu'il se réveilla, il sentit une sensation de brûlure dans sa main et vit bientôt qu'il portait un écusson en forme de fleur, preuve qu'il avait été choisi comme l'un des 6 héros. Il se mit à crier aux gardes « Hé, je suis le héros, venez me libérer. Je suis responsable de vous tous maintenant. » Mais c'est la jeune fille blonde de tout à l'heure qui est revenue en courant. Cette fois, elle se présenta officiellement comme la princesse Nashetania, puis elle ouvrit ses vêtements, non pas pour montrer ses parties intimes, mais pour révéler ses propres armoiries. En réponse, Adlet montra également son blason, puis Nashetania activa le pouvoir de son arme, dont la lame se brisa rapidement en des centaines de dagues magiques qu'elle utilisa pour ouvrir sa cellule. Elle lui demanda alors de courir et ils s'échappèrent ensemble de la prison. Avant de partir, Nashetania poussa l'un des demi-dieux dans la cellule, puis Adlet et elle s'enfuirent côte à côte. Après avoir franchi le pont, il s'aperçut qu'elle avait préparé 2 chevaux pour eux. Et dès qu'ils atteignirent la porte principale, les animaux sautèrent par-dessus les troupes ennemies. Et tous deux partirent ensemble, vers le lieu où le roi démon est en train de renaître. Les jours suivants, ils se mirent en route dans le but d'atteindre l'île du dieu démon, où ils devaient retrouver les autres membres du groupe des 6 héros fleuris. Mais avant cela, il devait se rendre dans l'ancienne cachette d'Adlet, car c'était là qu'il conservait ses objets précieux. Il y rassembla tout ce dont il avait besoin pour son voyage et se prépara à partir. Peu de temps après, ils se sont mis en route et ont remarqué que, curieusement, ils n'étaient poursuivis par personne. C'est étrange, car dans chaque nation, plusieurs héros en herbe ont été tués. Lorsqu'ils arrivent dans une autre ville, Nashetania est enchantée par la beauté des lieux, car c'est la première fois qu'elle quitte son pays. Elle décida donc de goûter différents fruits et prit même une carotte par curiosité. En un instant, alors qu'elle épluchait le fruit, elle décida de montrer son impressionnante magie à Adlet, qui reconnut immédiatement ce pouvoir comme étant celui du Saint des lames. Voulant montrer davantage ses compétences, Nashetania lança ses lames sur lui, et Adlet, de son côté, réussit à en esquiver presque toutes de justesse, n'étant touché que par l'une d'entre elles. Il se mit alors à crier sur Nashetania, lui disant de ne plus jamais faire ça, car pendant une seconde, il avait vraiment cru qu'il allait mourir. Elle s'excusa simplement, promettant qu'elle ne recommencerait plus. Plus tard dans la nuit, on les retrouve tous les deux assis devant un feu de camp, et Adlet dit qu'il leur faudrait encore quelques jours pour atteindre le territoire connu sous le nom de Terre des démons hurlants. Quelques jours plus tard, alors qu'ils pénètrent dans une nouvelle région, ils tombent sur un groupe de villageois qui ont tout laissé derrière eux pour migrer vers une autre ville. Adlet recommande à Nashetania de rester vigilante, car il soupçonne la présence d'ennemis. En effet, depuis le début de leur voyage, ils n'ont perçu aucun signe de poursuite, et jusqu'à présent, c'est cet événement qui a le plus attiré leur attention. En entendant cela, Nashetania devient un peu craintive et commence à se demander si elle aura la force de survivre à une vraie confrontation. Et alors qu'ils se frayent un chemin à travers la forêt, ils aperçoivent une famille qui essaie de fuir en toute hâte un village voisin. Curieuse, Nashetania leur demande pourquoi ils fuient, et la femme répond que plusieurs créatures cruelles issues du dieu démon attaquent le village. Adlet court alors vers le village, se demandant s'il ne s'agit pas d'un piège destiné à les éloigner du chemin principal. En sortant de la forêt, ils tombent sur plusieurs monstres difformes qui sont en train d'attaquer les villageois.
Adlet se lance rapidement sur les monstres pour attirer leur attention et demande à Nashetania d'utiliser ses pouvoirs de Sainte des Lames pour les vaincre. Il lance alors un liquide inflammable sur les ennemis et déclenche une explosion de feu. Tandis que les monstres sont brûlés, Nashetania profite de la diversion pour les éliminer rapidement. Peu après, Adlet recommence à courir, utilisant une tactique spéciale pour attirer l'attention des monstres sur lui. N'ayant aucun pouvoir, il se bat avec acharnement et parvient à en vaincre un, tandis que Nashetania en élimine plusieurs sans hésiter. Certaines des créatures restantes tentent d'attaquer Nashetania, mais Adlet en tue une, ce qui lui permet de frapper la dernière. Une fois tous les monstres vaincus, Adlet se félicite de sa performance, et Nashetania se montre un peu plus confiante, disant qu'elle n'a réussi que grâce à lui. Les villageois désormais en sécurité, Adlet se demande si d'autres personnes sont encore en danger. Une des femmes révèle alors qu'une grotte ambulante a été laissée dans le village et qu'elle a probablement été capturée par les démons. Adlet, en tant qu'homme le plus fort du monde, décide qu'il va la sauver, elle aussi. Il tente alors rapidement de retourner au village, mais Nashetania essaie de l'en empêcher, disant qu'il est impossible de protéger tout le monde et que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de continuer vers leur destination. Même s'il reconnaît qu'elle a raison, Adlet décide quand même de sauver cette personne, affirmant qu'il fera de son mieux pour protéger tout le monde. Lorsque Nashetania tente de le suivre, de nouveaux monstres apparaissent, provoquant encore plus de chaos et forçant les gens à fuir en désespoir de cause. Une fois dans le village détruit, Adlet remarque que toutes les maisons sont en ruine. Et quand il voit une balle logée dans le corps d'un monstre, il comprend que la créature a été tuée avec de la poudre à canon. En réfléchissant, il en conclut que la fille du voyageur est sûrement responsable de cette mort. Peu après, il aperçoit la jeune fille parmi les décombres, tenant un chiot dans les bras. Il est surpris de constater qu'il s'agit, sans aucun doute, de la plus belle fille qu'il ait jamais vue de sa vie. En voyant Adlet, la jeune fille commence à se moquer de lui, disant qu'elle n'a jamais vu un homme aussi laid et mince que lui. Elle lui demande de dégager de sa vue, car elle déteste les garçons maigres et sans muscles. En plus de cela, elle lui demanda de sortir de là avant qu'elle ne finisse par lui tirer une balle dans le visage. Craignant qu'elle ne soit sérieuse, Adlet décida de se présenter, disant qu'il était l'un des héros des Trois Fleurs. La jeune fille a alors répondu qu'elle s'appelait Fleming et l'a immédiatement abattu. Heureusement, le tir l'a traversé de part en part et il a pu garder le contrôle du cheval. Pendant qu'il s'occupait du cheval, Fleming était déjà en train de charger sa prochaine balle, car elle est presque sûre que ce petit garçon a été envoyé pour la tuer. Adlet a fait tout ce qu'il a pu pour expliquer qu'ils font partie de la même équipe et qu'ils ont le même objectif, à savoir traquer le grand dieu démon. Nashetania ne pouvait cependant pas se fier à ses paroles, car elle pensait qu'il était impossible qu'une vérité sorte d'un visage aussi laid. Pendant ce temps, Goldov, un chevalier de la ville natale de Nashetania, apparut devant elle. Il lui annonça rapidement qu'il avait été choisi comme l'un des 6 héros et lui montra le symbole sacré qu'il portait comme preuve. De plus, il disait que sa mission était de la protéger, et il mentionnait également qu'il avait trouvé le responsable de la mort de plusieurs valeureux guerriers. Curieuse, Nashetania voulut savoir de qui il s'agissait. Il dévoila alors une balle en guise d'indice et révéla que l'assassin s'appelait Fleming. En même temps, nous voyons que Fleming ne ménageait pas son vocabulaire pour les offenses. Elle humilie complètement Adlet. De plus, le fait qu'il ait envahi le tournoi sacré de la ville lui donne très envie de lui tirer une balle dans la tête. Adlet, tentant d'argumenter, expliqua qu'il utilisait tout type d'armes en sa faveur, car c'est un véritable stratège. Mais cela ne fait qu'accroître le dégoût de la jeune fille à son égard. Elle se présenta alors comme la sainte de la poudre et déclara qu'elle ferait cavalier seule pour vaincre le dieu démon. Et la seule chose qu'elle souhaitait, c'était qu'Adlet reste bien à l'écart de son chemin. Alors, pour effrayer le cheval, Fleming tira un seul coup de feu et l'animal partit en courant. Profitant de la situation, Adlet attrapa le cheval et le laissa partir, puis commença à traquer la jeune fille comme un véritable stalker. Courant dans la forêt, il se demande où elle a pu aller, jusqu'à ce qu'il remarque des indices laissés derrière lui et décide de les suivre. Peu après, il entend un bruissement dans les feuilles et en conclut qu'elle se cache dans les arbres. Cependant, il s'aperçoit rapidement qu'elle a accroché 2 pierres comme piège pour le distraire. Il décida donc de grimper pour mieux voir, et à l'aide de sa longue vue, il parvint à la repérer dans les buissons, ce qui étonna Frémy. Elle accéléra le pas, et alors qu'elle pensait être suffisamment loin, Adlet apparut soudain devant elle, ce qui la fit se demander s'il avait un quelconque pouvoir magique. Malgré sa surprise, elle n'hésita pas à pointer son arme dans sa direction. Elle lui donna alors 2 options. Soit il disparaissait de sa vue, soit elle lui tirait une balle en plein visage. Mais Adlet insista, disant qu'elle avait besoin de lui, parce qu'il serait impossible de vaincre le dieu démon toute seule. Elle lui fit clairement comprendre qu'elle n'en avait rien à faire et affirma qu'elle pouvait lui faire exploser la tête d'un seul tir.
En plus de ça, elle pense que si elle rejoint les autres héros, elle risque fortement d'être tuée. Adlet trouva ça bizarre et absurde, mais elle rétorqua que ce qui n'avait pas de sens, c'était la couleur de ses cheveux, vu qu'elle a les cheveux blancs. Après ça, au lieu de réagir, Adlet rangea simplement son épée. Frémy lui dit alors d'aller se jeter dans un lac et il s'enfuit. Malgré tout, Adlet, déterminé, ne lâche pas l'affaire et lui balance une bombe fumigène qui la rend temporairement aveugle. Profitant de la diversion, il s'empare de son sac et déclare qu'il est désormais son nouveau compagnon de voyage. Frémy, incrédule, lui demande où il a appris à être aussi insistant. Mais il ne répond rien et commence juste à s'éloigner. Il lui dit que si les autres héros essaient de la tuer, il fera tout pour la protéger. Elle pointe encore son arme sur lui alors qu'il s'éloigne, mais finit par baisser son arme, car le sac qu'il a volé contient ses munitions de rechange, et sans elle, elle ne pourra pas survivre. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, elle décide de le suivre. Au même moment, Nashetania et Goldof rencontrent un démon sur leur chemin. Goldof se rend compte qu'il ne pourra pas le battre avec son épée, car il a très mauvais caractère. Nashetania prépare alors plusieurs lames pour les lancer sur l'ennemi. Malgré ça, le monstre mal animé arrive à ralentir sa progression, et elle pense être en difficulté. Mais à ce moment-là, Goldof réagit rapidement et abat la créature d'un seul coup. Peu après, un autre monstre apparaît devant Nashetania, qui est paralysée par la peur. Mais encore une fois, Goldof la sauve en détruisant la menace d'un coup dévastateur. C'est alors qu'il voit le cheval d'Adlet s'approcher, et Goldof y trouve une lettre coincée. En lisant la lettre, Nashetania comprend rapidement qu'elle vient d'Adlet, et qu'il lui dit de continuer sa route vers le pays des démons hurlant sans lui. Pendant ce temps, Adlet et Frémy marchent ensemble dans la forêt. Et même s'il y a beaucoup de tensions entre eux, Adlet reste ferme dans sa décision de rester à ses côtés. Mais Frémy insiste en disant qu'ils finiront par s'entretuer s'ils restent ensemble. En plus, elle est convaincue que son véritable destin, c'est de vaincre le dieu démon toute seule. Ces paroles n'ont aucun sens pour Adlet, qui répond qu'ils doivent s'unir aux autres. Quand ils aperçoivent au loin le redoutable pays des démons hurlants, Adlet commence à penser aux horreurs qui pourraient arriver et se met à courir devant. Ils arrivent bientôt à la forteresse. Adlet en profite pour rendre à Frémy le sac qu'il avait pris plus tôt. Et alors qu'il crie devant les portes, un groupe de gardes apparaît, exigeant qu'il s'identifie. C'est là qu'Adlet affirme haut et fort qu'il est l'un des héros élus. L'un des gardes lui répond que deux autres héros sont arrivés quelques jours auparavant, mais qu'ils sont déjà partis en direction du temple. Les portes de la forteresse s'ouvrent alors, et le commandant les conduit jusqu'au poste de garde. Alors qu'ils s'apprêtent à repartir, ils apprennent que de nombreux soldats ont déjà été tués par les démons, et qu'il ne reste que quelques survivants. Une fois à l'intérieur de la forteresse, ils apprennent que les démons ont envahi le continent, avec pour objectif d'éliminer les héros, avant que le dieu démon ne soit complètement vaincu. Et leur seule chance de survivre à autant de monstres serait de les piéger au milieu de la forêt, grâce à une barrière mystique créée par le roi précédent. Cette barrière ne peut être activée que depuis l'intérieur du temple, qui est entouré d'une fortification érigée par le Saint du Sel. Cette fortification est assez solide pour empêcher les monstres d'avancer. En plus de ça, on leur explique qu'une fois tous les héros réunis, l'un d'eux devra activer le sceau à l'intérieur du temple, afin de garantir que les démons soient définitivement enfermés. Mais si le plan échoue, le destin de chacun, ce sera d'être détruit par le dieu démon. Adlet trouve que tout ça a beaucoup de sens. Mais moi, je suis bête et j'ai rien compris. L'une des craintes d'Adlet était de savoir si les autres héros auraient le courage d'affronter le dieu démon. Mais ce n'est qu'une des craintes qu'il a. Après cela, le commandant du site a révélé un hôtel. Et il a également expliqué qu'il y avait une réplique installée à l'intérieur du temple et qu'il fallait enfoncer une épée à l'intérieur du temple, dans une figurine de pierre, pour activer la barrière. Adlet, très intelligent, a cru tout ce qu'il a dit et s'est même empressé de dire qu'il comprenait comment tout cela fonctionnait. Quelque temps plus tard, il décide de quitter la forteresse et de se rendre au temple. En chemin, Adlet se demande si Nashetania est déjà arrivée et il espère qu'ensemble, ils pourront protéger Flammy. De son côté, Flammy est persuadée que tout le monde tentera de mettre fin à ses jours. Elle demande donc à Adlet d'abandonner son idée idiote de marcher ensemble. Mais Adlet s'obstine à rester le même imbécile, affirmant qu'il n'abandonnera jamais Flammy parce qu'elle est la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Soudain, il la pousse sur le côté, la sauvant d'un coup de lance. Lorsqu'elle parvint à se stabiliser, elle sortit son arme et tira sur le Nashetania, détruisant immédiatement ses lames. Nashetania cria à Adlet de sortir de là, mais celui-ci se précipita sur Goldof et l'attrapa avant qu'il ne puisse attaquer sa fille.
Sans perdre de temps, Lashetania lança de petites lumières qui se transformèrent en épines géantes. Mais Flammy parvint à s'échapper par les airs, faisant tout exploser et disparaissant peu après. Adlet lutta pour contenir Goldov et cria pour que les filles arrêtent de se battre. Mais Lashetania mit immédiatement en place une autre barrière défensive et, fatigué de voir ses amis essayer de s'entretuer, Adlet tira son épée, mais fut intercepté par Goldov. Alors il lui jeta de la poussière dans les yeux pour qu'il ait du mal à voir. Alors que Flammy s'apprête à faire exploser Goldov, Adlet lui lance une pierre, ce qui la déconcentre. Sans perdre de temps, elle prépara un nouveau tir, visant désormais Lashetania, mais Adlet cria à tout le monde de s'arrêter, affirmant que Flammy n'était pas une ennemie, mais leur allié. Pour prouver ses dires, il décida de montrer les armoiries de Flammy, puis il commença à demander pourquoi ils essayaient de l'attaquer depuis le début. Lashetania révèle alors que Flammy est la célèbre assassine qui élimine les puissants guerriers qui deviendront des héros. Flammy avoue rapidement qu'elle est bien responsable des meurtres et que son plan est d'éliminer chacun des 6 héros. Lorsqu'Adlet lui demande pourquoi elle fait cela, elle répond que c'est le moyen le plus rapide de réveiller le dieu démon. Goldov réagit en disant qu'elle méritait de mourir pour cet aveu, et Lashetania s'apprête à la tuer. Mais Adlet intervient pour l'en empêcher. Il commença par dire que Flammy ne pouvait pas être une ennemie, puisqu'elle faisait aussi partie des élus. Puis il conclut qu'elle devait avoir une bonne raison de vouloir ressusciter le dieu démon. Flammy confirma qu'elle avait bien un motif, et Adlet, au lieu de lui demander quel était son but, décida de déclarer qu'il serait toujours à ses côtés, et que si Lashetania décidait de l'éliminer, il se joindrait à Flammy pour les combattre. Goldov, quant à lui, en vint à la conclusion qu'il valait mieux qu'Adlet meure rapidement, et se prépara à le tuer. Mais Lashetania décida de suivre le conseil d'Adlet et défit ses lances de lumière. Quelques minutes plus tard, Adlet leur proposa de continuer à avancer vers le temple, et ils reprirent leur route. Au milieu de la forêt, ils aperçurent des créatures volant dans le ciel. Adlet utilisa son télescope et se rendit compte qu'il ne s'agissait pas de simples oiseaux, mais de monstres ailés. Il comprit rapidement que les créatures lançaient des explosifs dans la forêt, et craignant d'être touchés, ils se mirent tous à courir pour s'échapper. Mais ils ne trouvèrent bientôt plus qu'un immense groupe de démons, et Adlet comprit que le but de ces créatures n'était que de retarder leur avancée. Goldov, sous les ordres de Lashetania, avança rapidement et élimina le premier ennemi, et peu après, il détruisit le second en le coupant en deux. Lorsqu'une énorme créature apparut devant lui, elle ordonna d'éliminer les autres monstres, et Goldov mit son casque pour se préparer. Mais soudain, d'énormes épines les détruisirent tous en même temps. D'autres ennemis apparurent, mais Flammy réussit à en achever un, et Lashetania vainquit l'autre. Dans le même temps, Goldov coupa plusieurs têtes. Adlet élimina également un monstre. Et réalisant que les ennemis semblaient infinis, Lashetania dit à Adlet de courir vers le temple, en tuant le monstre devant lui pour libérer le passage. Adlet courut donc aussi vite qu'il le put, traversant les monstres qui étaient vaincus les uns après les autres. Lorsqu'il arriva devant le temple, Adlet remarqua une femme blessée, mais elle lui dit d'entrer rapidement et d'activer la barrière. Il courut donc jusqu'à la porte et essaya de l'ouvrir, mais il se rendit compte qu'il fallait une clé et qu'il n'en avait pas. Sans hésiter, il plaça des explosifs sur la porte et les alluma avant de s'enfuir. Lorsque tout explosa, les portes s'ouvrirent enfin, révélant un couloir sombre. Adlet, craignant d'être soudainement attaqué, dégaina son épée, mais seuls 2 chevaliers apparurent pour tenter d'attaquer. En un instant, il les tua tous les deux, mais se rendit compte qu'ils n'étaient que des armures vides. Sous ses yeux, la femme se transforma en démon et s'enfuit avant qu'il ne puisse la tuer. À ce moment-là, une brume commença à apparaître autour de la forêt, et Adlet se demanda qui avait activé la barrière. Il décida donc d'entrer pour voir ce qui se passait. Lorsqu'il atteignit l'autel, il se rendit compte que l'épée avait été enfoncée dans la pierre et se demanda qui l'avait fait avant lui. À ce moment-là, les autres héros sont entrés en courant et ont commencé à lui demander pourquoi il avait activé la barrière. Adlet dit l'avoir trouvée activée, mais il ne sait pas qui l'a fait. Craignant qu'il ne soit enfermé dans ce temple, Goldov a décidé de désactiver la barrière. Cependant, lorsqu'il a dégainé son épée, la brume ne s'est pas dissipée, ce qui signifie que la barrière est toujours active. Adlet décida de tester une méthode de désactivation. Il essaya de verser son sang sur la dalle de pierre, car on lui avait dit que le dernier saint du sel avait fait de même. Cependant, même en faisant cela, la brume ne se dissipait pas. Et réalisant qu'il risquait d'être piégé dans cet endroit pour toujours, Lashetania saisit son épée et commença à crier, demandant à la barrière d'être désactivée. Cherchant désespérément un miracle, Lashetania commença à brandir son épée, manquant de briser tout le système de scellement, mais tout le monde lui demanda de se calmer. Soudain,
une jeune fille surgit des ténèbres, demandant pourquoi il troublait sa tranquillité. Adlet lui demanda qui elle était, puis elle se présenta sous le nom de Xamoth et dit qu'elle était la sainte des marais et qu'elle avait été choisie comme l'un des 6 héros. Adlet dit alors à la jeune fille qu'il est l'homme le plus fort du monde et tente de l'impressionner avec ses armoiries. Mais elle regarde Adlet et dit qu'il a l'air très faible. Peu après, elle a suggéré d'exécuter Flammy pour ses crimes, affirmant qu'elle était responsable d'avoir piégé tout le monde à cet endroit. Cela dit, la jeune fille pointa son arme sur Flammy, mais le Nashetanien demanda à Xamoth d'activer ses pouvoirs. C'est à ce moment-là qu'une autre fille est apparue devant eux et s'est présentée sous le nom de Mora, disant qu'elle était la sainte des montagnes et qu'elle était arrivée la première au temple. Peu après, elle a révélé qu'il y avait un imposteur parmi eux. Et après avoir dit cela, un autre homme est entré dans le temple. D'après son apparence, il semble plus faible qu'Adlet, et il ressemble aussi beaucoup à un imposteur. Pour tous les membres du groupe, il n'est pas logique qu'il y ait un autre héros, puisque la légende dit qu'il n'y a que 6 héros, et si vous comptez tous ceux qui sont là, il y en a 7. Mora commence à demander qui est le faux héros, alors Adlet suggère qu'ils révèlent tous leurs armoiries. Alors, l'un après l'autre, ils montrent leurs armoiries, essayant de prouver qu'ils sont de vrais héros. D'après ce que tout le monde sait de la légende des 6 héros, il y a plusieurs siècles, la sainte d'une seule fleur avait divisé ses pouvoirs en 6 parties, de sorte que chaque héros portait une partie. Et au fil des ans, seuls 6 héros ont été choisis pour combattre le dieu démon à chaque fois qu'il se réveillait. Adlet se demanda si le saint avait décidé de choisir 7 guerriers au lieu des 6 habituels. Mais Mora pensa que c'était impossible. Et l'autre garçon légèrement vêtu, appelé Hans, dit qu'il est sûr que l'un d'entre eux est un faux. Quelques heures passent, et nous voyons Hans et Adlet commencer à fouiller le temple, à la recherche d'indices. Au début, ils cherchent un moyen de sortir de la brume. Ils commencent au même endroit, Adlet étendant des cordes autour des arbres et Hans marquant le sol. Mais ils finissent par revenir au point de départ et se rendent compte qu'il n'y a aucun espoir de sortir de la barrière sans la désactiver. De retour au temple, Adlet explique à Nashetania que le seul moyen de sortir est d'enlever le brouillard. C'est alors qu'il remarque que Fleming est enchaînée, et lorsqu'il la regarde, elle lui demande de ne pas approcher ses yeux dégoûtants de son corps. Adlet demande alors s'il existe un autre moyen de sortir de cette forêt, mais Mora lui répond que le livre des paroles divines ne révèle aucune nouvelle solution pour lever la barrière. Il est dit que la barrière ne peut être levée que par la personne qui l'a activée. Cependant, s'ils parviennent à tuer la personne qui a activé la barrière, le brouillard doit également être annulé. En entendant ces mots, Adlet réalisa que seul un être humain pouvait avoir activé cette brume et commença à dire que l'un d'entre eux était sûrement une personne travaillant pour le dieu démon. Charmalt dit que Fleming est probablement cette personne et suggère qu'il l'exécute immédiatement. Mais Adlet l'en empêche, affirmant que Fleming est innocente. Mora leur propose alors de se présenter et d'expliquer leur parcours pour devenir des héros. Mora pense qu'ainsi, ils pourront découvrir l'envahisseur au milieu de tous. Adlet décide d'y aller en premier. Il monte sur l'autel et commence à dire beaucoup de bêtises, ce qui fait que tout le monde se demande comment il a été choisi pour être l'un des 6 héros. Lorsqu'il a fini de dire des bêtises, les autres commencent à monter sur scène pour se présenter et donner leur version de l'histoire. Et quand ce fut le tour de Fleming, tout le monde se rendit compte qu'elle gardait un secret. Mora a alors enlevé son cache-œil et tout le monde a découvert qu'elle était en fait à moitié démon. C'est pour cela que ses yeux sont différents et qu'elle a même une corne sur la tête. Elle a ensuite commencé à raconter à tout le monde que son père était un humain, mais que sa mère était un démon. Et malheureusement, elle était née avec le destin de servir de marionnette au dieu démon. Elle n'a acquis son pouvoir de sainte qu'après que sa mère démoniaque a enlevé plusieurs personnes et forcé ses victimes à construire un sanctuaire dédié aux démons. Dès son plus jeune âge, elle a cru que c'était la bonne chose à faire. C'est pourquoi, plus tard, elle a quitté le sanctuaire, déterminée à ramener le dieu démon à la vie. Mora, déjà fatiguée d'écouter ses explications, exigea une explication plus claire. Elle voulait savoir pourquoi elle avait décidé de trahir son objectif initial et de changer de camp en devenant l'amie des héros. C'est à ce moment précis qu'Adlet prend la défense de la jeune fille, affirmant qu'elle est désormais déterminée à se venger du dieu démon et détruire une fois pour toutes les démons qui lui ont fait vivre une vie horrible. Et comme elle est une hybride, à moitié humaine, Adlet croit fermement qu'elle n'est pas responsable de l'activation de la barrière. Pour lui, il était donc évident qu'elle était indocente. Mais Hans n'est pas du tout d'accord. Il pense que c'est exactement le contraire et propose de l'éliminer pour ne pas perdre de temps. Selon lui, seuls les êtres humains peuvent entrer dans le temple. Et comme Flemmy est à moitié humaine,
Elle peut faire les mêmes choses que les autres héros et même coopérer avec les monstres. Lorsque Flemmy apprend cela, elle nie toutes les accusations et contre-attaque, affirmant que c'est Tamora qui doit être l'imposteur, car pour elle, l'aveu qu'elle a fait plus tôt n'est rien d'autre qu'un mensonge sans importance. Dans cette atmosphère tendue, Adlet se rend compte qu'il est sur le point d'être suspecté à son tour. Malgré tout, il espérait encore trouver un moyen de protéger Flemmy de la mort. Mais à ce moment-là, Charmeau prit la parole. Il disait que Flemmy était la vraie farsante et que s'il la tuait, la brume entourant le temple disparaîtrait probablement. Cependant, Hans décide de changer à nouveau de camp et dit que Flemmy est probablement innocente. Et au lieu de l'accuser, il décide d'accuser directement Adélaïde en disant qu'il est certainement un imposteur entre eux. Son argument était que Flemmy ne se serait jamais présentée au temple si elle n'avait pas été une vraie héroïne, car elle savait que les autres héros essaieraient probablement de la tuer pour ses crimes. Quant à Adélaïde, il le trouvait trop confiant, ce qui le rendait très méfiant. Flemmy lui fait remarquer que ce que dit Hans a du sens, et elle ajoute qu'Adélaïde est peut-être au service du demi-dieu, et qu'il l'utilise probablement comme bouclier pour détourner l'attention de lui. Les autres membres du groupe finissent par admettre que Flemmy n'est pas l'imposteur, mais Chamotte est toujours visiblement frustrée de ne pas avoir pu la tuer comme elle le souhaitait. Pendant ce temps, Nashetania a failli perdre connaissance à cause de sa nervosité, et Adélaïde se rend compte que Gwaldolvin semble très inquiet pour elle. Mais Mora veut des réponses et exige de savoir exactement comment la barrière a été activée. Pour prouver son innocence, Adélaïde décide de lui raconter tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il a expliqué que le brouillard est apparu peu après qu'il a ouvert la porte à l'aide d'explosifs. Il pensait que quelqu'un avait pu s'infiltrer dans le temple pendant qu'il était distrait, en essayant de vaincre le monstre à l'extérieur. Le problème, c'est qu'il n'avait aucune idée de l'identité de cette personne. Nashetania a alors montré qu'elle croyait en ses paroles et a déclaré qu'elle se tiendrait à ses côtés, le défendant à tout prix. Seul Hans est redevenu méfiant et a dit qu'Adélaïde était certainement le faux entre eux. Il commença alors à demander à tout le monde comment l'épée était déjà plantée dans l'autel dès l'entrée d'Adélaïde. De plus, il insiste sur le fait qu'une fois ouvertes, les portes du temple ne peuvent plus être verrouillées, ce qui rend impossible toute intrusion avant l'arrivée d'Adélaïde. Avec tous ces arguments, tout le monde commence à penser qu'il s'agit vraiment d'un imposteur. Et Hans alla droit au but en disant qu'Adélaïde serait exécutée pour avoir trahi la confiance de tous. Pour convaincre le groupe, Adélaïde avance que quelqu'un a peut-être creusé un tunnel sous le temple et s'est échappé dès qu'il a ouvert la porte. Mais Mora réfute ces propos, en affirmant que les chevaliers qu'ils ont rencontrés plus tôt ont été créés précisément pour éliminer toute personne qui tenterait d'entrer sans la clé. Face à cette preuve, Adélaïde n'abandonne pas et insiste sur le fait que les autres saints ont pu entrer avant lui. Mais Mora pense qu'il s'agit là d'une autre faible excuse et lui rappelle une fois de plus qu'une fois ouverte, une porte ne se referme jamais. C'est alors que Hans dégaine son épée et que Charmeau s'apprête à attaquer. Mais Mora intervient et ordonne à tout le monde de reculer. Malgré tout, Nashetania veut comprendre pourquoi Adélaïde est considérée comme la coupable. Et c'est alors que Hans révèle qu'il est le premier à être entré dans le temple. Non seulement cela, mais la façon dont il domine l'homme le plus fort du monde donne envie de le soupçonner. Mais Nashetania ne l'accepte toujours pas et tente de convaincre Flemmy de le défendre, mais la jeune fille ne veut pas parler et dit qu'Adélaïde doit être responsable d'avoir piégé tout le monde. C'est alors qu'Adélaïde se rend compte qu'il est complètement coincé. Il est tombé dans un piège tendu par quelqu'un. Il a même essayé de demander de l'aide à Nashetania, mais Mora a déclaré qu'il était temps pour chacun de faire son jugement. Hans propose de donner une mort rapide à Adélaïde et recommande de le découper en cubes, pour voir à quoi ressemble le corps d'un imposteur de l'intérieur. Charmeau trouve l'idée parfaite, et Flemmy dit qu'elle ne serait pas contre l'idée de voir à quoi ressemble le corps d'Adélaïde de l'intérieur. Goldoff réfléchit à tout ce qui a été dit, et en un clin d'œil, il passe à l'attaque, projetant Flemmy contre le mur et coupant presque la tête d'Adélaïde. Hans tente de le poignarder, mais Adélaïde lance une bombe fumigène qui aveugle tout le monde, ce qui lui permet d'empoisonner Flemmy. Dès que la fumée s'est dissipée, il a menacé de le tuer devant tout le monde, et Nashetania a fini par croire qu'il était vraiment le set undercover hero. Cependant, Adélaïde veut absolument survivre et ordonne à Hans de s'écarter de son chemin. Lorsque celui-ci obéit, Adélaïde lance une nouvelle bombe fumigène, les empêchant une fois de plus de voir ce qu'il fait, et s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Malgré cela, Hans réussit à lui enfoncer une dague dans le dos, ce qui le fit ralentir à cause de la douleur.
Mora et Charmot se lancent alors à sa poursuite, mais se rendent vite compte qu'il a semé des épines partout sur le chemin. Cela les empêcha complètement de le suivre immédiatement, et ils se contentèrent de le regarder disparaître dans la brume. Une fois dans la forêt, Adélaïde continua à courir aussi vite qu'il le pouvait, essayant de s'éloigner le plus possible de tout le monde, car il savait qu'il n'aurait pas l'occasion de faire demi-tour. Lorsque son corps n'en put plus, il tenta de retirer la lame plantée dans son dos. Son corps était complètement épuisé et il craignait que Fleming ne se réveille à tout moment. Cependant, il ne put résister à la douleur intense et au saignement, et finit par s'évanouir sur place. Pendant ce temps, le soir, Mora décide d'abandonner la chasse et retourne avec Charmot au temple, où les autres l'attendent. À leur arrivée, Charmot révèle qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'Adélaïde, ce qui pousse Nagitania à lui demander pourquoi il a trahi le groupe. De l'autre côté de l'écran, Adélaïde est toujours inconsciente dans la forêt, plongée dans ses souvenirs du passé. Neled s'entraînait avec un vieil ami, mais le garçon était beaucoup plus fort que lui et l'a facilement mis à terre. Le garçon s'est même moqué d'Adélaïde, disant que le petit maigre ne pouvait même pas vaincre son arrière-grand-mère. Après cela, il a dit que la seule façon de rester en vie dans ce monde était de devenir plus fort, car c'est seulement ainsi qu'il pourrait protéger le village où ils vivent. Malgré cela, ce soir-là, à la maison, Adélaïde a ouvert son cœur à sa mère et lui a dit que son vrai rêve était de continuer à cueillir des champignons, comme son père l'a fait avant de mourir. Son père, bien que considéré comme inutile par tout le monde, a continué à vivre ainsi jusqu'à la fin, et Adélaïde en est un peu fière. Cependant, quelque temps plus tard, son village a été complètement détruit par des démons. Son ami, qui était plus fort que lui, est mort, et Adélaïde, qui était le plus faible d'entre eux, est resté en vie. Alors, cherchant à devenir l'homme le plus fort du monde, Adélaïde a cherché quelqu'un de très fort pour l'entraîner, quelqu'un qui est considéré comme un dieu. Là, il déclara avec toute sa volonté qu'il voulait devenir l'homme le plus fort de tous et éliminer tous les démons du monde. Mais l'homme ne croit pas en son potentiel, lui dit qu'il n'est qu'un enfant faible et inutile et lui ordonne d'apprendre à survivre par ses propres moyens. Malgré cela, Adélaïde lui répond qu'il ne sert à rien de continuer à vivre ainsi et que, franchement, il vaudrait mieux qu'il meure. L'homme le renvoie alors et lui dit que pour devenir vraiment fort, il doit apprendre à sourire, même dans les moments les plus sombres de sa vie. C'est alors qu'Adélaïde, malgré son visage meurtri et déformé, força un sourire pour montrer qu'il était déterminé. Peu après, il se réveille et se rend compte que quelqu'un a soigné ses blessures. Flammy lui dit que c'est elle qui l'a sauvé. Confus, il lui demande pourquoi elle l'a fait, et elle lui répond que même si elle le considère comme le plus suspect de tous, elle a décidé d'attendre et de voir si d'autres coupables éventuels se manifestent. Adélaïde a essayé de la convaincre qu'il était l'un des vrais héros élus, mais Flammy a répondu qu'elle ne lui faisait pas confiance. Et quand il s'est rendu compte qu'elle avait froid, il a essayé d'allumer un feu, mais le bois qu'il a utilisé ne s'est pas enflammé du tout. Alors Flammy utilisa sa magie et fit apparaître les flammes instantanément. Et pour tenter de prouver son innocence, Adélaïde commença à raconter qu'il y avait probablement quelqu'un qui agissait avec l'aide d'un nouvel ennemi, quelqu'un qui s'était faufilé dans le temple et qui avait activé la barrière pendant le combat contre les démons. Il disait que tout avait été soigneusement planifié pour qu'il soit le coupable, et il croyait fermement que le complice de cette personne se cachait encore quelque part dans la forêt. Et à propos des monstres qui y étaient apparus, il pensait que tout cela n'était qu'un piège destiné à l'attirer dans le temple et ainsi l'incriminer et le faire condamner à mort. Mais malgré toutes ces explications, Flammy restait méfiant et disait que finalement, c'était de sa faute. Et se souvenant des paroles de son maître, Adélaïde était sûre qu'il arriverait à prouver son innocence, mais affirmait fermement qu'il n'était pas question qu'il se livre. Impressionnée par sa volonté, Flammy devient curieuse et lui demande ce qui le pousse à vouloir devenir l'un des héros élus, alors qu'il est clairement le plus faible d'entre eux. Adélaïde reconnut qu'elle avait raison, et il décida de lui raconter sa vie. Il y a des années, lorsque son maître a accepté de le former, Adélaïde a compris que cet homme vivait isolé dans les montagnes, où il passait ses journées à développer des armes dans le but d'exterminer les démons. Il obligea Adélaïde à prendre le train avec lui tous les jours, sans relâche, et même à étudier tous les soirs. Adélaïde apprend tout, de la physique à la science. Il apprit à créer de nouvelles armes secrètes, et tous ses efforts finirent par façonner le désir d'Adélaïde de devenir le plus fort du monde. Flammy lui demande ce qui l'a poussé à prendre cette décision dès le départ, imaginant qu'il a dû vivre quelque chose de marquant. C'est alors qu'Adélaïde décide de s'ouvrir sur son passé. Il raconte que lorsqu'il était plus jeune, un démon est apparu dans son village. Son ami a essayé de le repousser, mais il a eu du mal à le retenir. Le monstre apparut alors devant tout le monde et demanda à parler à l'ancien du village. Le lendemain matin, il avait mystérieusement disparu.
Et l'ancien dit alors à tous les habitants du village que le seul endroit sûr où vivre était le pays des démons hurlants, où tout le monde serait gouverné par le dieu démon. Mais tout le monde n'a pas accepté la proposition. Certains ont refusé d'obéir, et en essayant d'échapper à ce destin, Adélaïde a fini par perdre toute sa famille. Ses souvenirs l'ont profondément marqué, lui donnant une détermination inébranlable à devenir plus fort. Et il a dit à Flammy qu'il continuerait à devenir plus fort, parce qu'il avait maintenant quelque chose de vrai en quoi croire. En entendant ces mots, Flammy avoue qu'elle éprouve une certaine envie face à sa volonté. Elle a révélé que, contrairement à lui, elle n'a rien à attendre ou à défendre. Et alors qu'elle était sur le point d'arrêter de parler, elle a soudain décidé de partager un peu de sa propre histoire. Elle a révélé que sa mère, une démone, lui a conféré le pouvoir d'une sainte peu après sa naissance et l'a transformée en exterminatrice. Pour plaire à sa mère, Flammy a commencé à éliminer tous les guerriers qui représentaient une menace pour le dieu démon. Mais c'est finalement sa propre mère qui a tenté de mettre fin à ses jours. Cette trahison a causé une profonde blessure chez Flammy, et elle en a conclu que la meilleure forme de vengeance serait justement de vaincre le dieu démon, et que c'est le plus grand objectif de toute sa vie. Et en même temps, c'est aussi le seul espoir d'atteindre une certaine forme de paix intérieure. Elle se rend compte qu'Adélaïde croit tout ce qu'elle dit, et elle commence à se demander pourquoi il ne la voit pas comme une menteuse. Et pendant un moment, elle a pensé qu'il était simplement trop naïf. Mais alors Adélaïde, avec un regard sincère sur son visage, dit qu'il peut voir bien au-delà de ses mots. Et peu après, il dit qu'il la croit tellement parce qu'ils sont tous les deux très semblables, tous les deux poussés par les cicatrices et la douleur du passé. Et même après avoir dit tout cela, elle le considère toujours comme trop inutile pour mériter sa présence. Alors elle dit qu'elle retourne au temple, mais avant cela, elle invoque une petite pierre de poudre à canon. Et elle dit à Adélaïde qu'il n'a qu'à la jeter par terre s'il a besoin de son aide. Mais elle précise aussi que s'ils se croisent à nouveau, elle pourrait finir par le tuer. Puis elle disparaît dans l'obscurité. Pendant ce temps, dans la forêt, Mora et Goldov voient de Flammy émerger de la brume et demandent immédiatement si Adélaïde est toujours en vie. Elle lui dit qu'il a réussi à s'échapper vivant, en s'enfuyant avant d'être capturé par elle. Mora la croit et lui demande de se reposer dans le temple. Le lendemain, Mora décide de dire à tout le monde que Flammy fait désormais partie du groupe, car Adélaïde est le traître le plus probable parmi eux. Mais Hans n'y croit pas. Il traite Flammy de menteuse, disant qu'elle a probablement soigné les blessures d'Adélaïde, et elle réplique en disant que sa dague n'a fait qu'une petite coupure. Mais Hans continue de penser que Flammy essaie de se dédouaner de sa responsabilité. Goldov demanda alors comment ils allaient s'y prendre pour capturer Adélaïde, et Hans suggéra de l'attirer au temple, car il a besoin de récupérer ses armes pour pouvoir les utiliser à leur plein potentiel, mais Flammy dit que cela leur prendrait trop de temps. Goldov proposa donc qu'une partie du groupe parte à sa recherche, et Mora décida de séparer le groupe, laissant Hans en charge du temple. Dans la forêt, la Chétania commence à parler à Goldov, disant qu'Adélaïde a peut-être été manipulée par le véritable imposteur, et qu'elle veut l'aider. Goldov croit qu'elle dit des bêtises, mais elle insiste, disant qu'Adélaïde est une personne digne de confiance et qu'elle doit donc le protéger, tout comme il la protégerait. Pendant ce temps, Adélaïde observait tout du haut d'un arbre, et bientôt il trouva l'occasion de récupérer ses armes. Alors il se rendit directement au temple. Arrivé sur place, il eut à peine le temps de respirer qu'il dut déjà esquiver une attaque à la dague d'un Triss. Et bientôt il aperçut Hans sur le toit, lui disant qu'il l'attendait. Hans sortit rapidement ses dagues, prêt à se battre, et alors qu'il sortait son épée, Adélaïde se demanda s'il ne valait pas mieux s'enfuir rapidement, avant que les autres héros n'arrivent. Mais à ce moment-là, Hans sauta du toit, et Adélaïde lança une bombe dans sa direction. Mais Hans la repoussa d'un coup de pied, soufflant la fumée dans l'air, puis il déclara que ses coups bas ne marchaient pas sur lui. Il avança sur Adélaïde, qui réussit à éviter les premières attaques, et recula, lançant quelques aiguilles pour se défendre. Mais Hans ne s'arrêta pas en si bon chemin. Il continua d'attaquer et finit par donner un coup de pied qui projeta Adélaïde contre le mur. Adélaïde contre-attaque, fait tomber Hans et tente de lui donner un coup de pied, mais c'est finalement lui qui se retrouve à terre et son épée est jetée. Hans s'apprête alors à l'achever avec sa lame, mais avant cela, il demande à Adélaïde d'avouer sa culpabilité. Cependant, Adélaïde fait exploser une bombe au visage de Hans et en profite pour s'enfuir dans la confusion, avant de trébucher et de tomber au sol, donnant à Hans l'occasion d'attaquer à nouveau. Adélaïde l'a échappé belle et s'est enfuie dans la forêt. Peu après, alors qu'il tombe à nouveau parce que sa bombe l'empêche de voir, Hans arrive en trombe pour lui porter le coup de grâce, mais il réussit à esquiver. Une fois de plus, il courut et esquiva les attaques, et Hans continua à ne lui laisser aucun répit. Il a sauté pour achever Adélaïde, mais notre héros roux a bloqué la dague et lui a même donné un coup de pied qui l'a fait tomber.
Malgré cela, Hans est resté sur ses positions. Adélaïde a lancé une bombe fumigène et a tenté de s'enfuir, mais elle a été stoppée par un coup de pied et a réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire. N'ayant pas le choix, il laisse tomber ses armes et décide de se battre avec sa seule épée. Hans soupçonne qu'il cache encore quelque chose, mais Adélaïde veut seulement prouver qu'il est innocent. Lorsque Hans est devenu curieux de savoir ce qu'il préparait, Adélaïde lui a lancé une lame, la manquant volontairement, ce qui a permis à Hans de réaliser qu'il aurait pu le tuer, mais Adélaïde a préféré épargner sa vie pour prouver qu'il n'est pas le 7e héros. Adélaïde lui dit alors qu'il lui fait confiance en tant que camarade, mais que s'il est le 7e héros, il peut le tuer maintenant. Peu après, Adélaïde montre ses armoiries comme symbole de sa sincérité, ce qui fait penser à Hans qu'il est peut-être innocent, et il décide d'épargner la vie d'Adélaïde. Cependant, alors qu'Adélaïde pense que tout est réglé, Hans révèle qu'il est bien l'imposteur. Effrayé, Adélaïde saisit son arme, mais il est trop tard, et Hans finit par lui trancher le cou, le tuant sur le coup. Ou du moins c'est ce qu'il croyait, car en réalité, tout cela n'était qu'une illusion. Hans a déclaré avoir compris la vérité en regardant son visage à la fin de sa vie, avec de la peur sur le visage, plutôt que de la surprise à la découverte de l'imposteur. Hans a déclaré que les gens ne mentent généralement pas pendant leur mort, et que c'est précisément son visage surpris qui l'a amené à croire en son innocence. Hans s'attendait à voir Adélaïde s'exposer comme le véritable imposteur, mais il a finalement vu autre chose. Au bout d'un moment, il se serre la main et décidant de se comporter en vrai copain. Pendant ce temps, Mora et Flemmy arrivent au refuge d'Adélaïde et le trouvent complètement vide. Mora se demande où il peut bien se cacher, puis Flemmy a l'idée qu'il se cache peut-être en haut d'un arbre et propose de continuer à fouiller le reste de la forêt. Même avec l'aide de Flemmy, Mora pensait au fond d'elle-même qu'elle n'essayait pas vraiment de trouver quelqu'un, et elle dit à Flemmy qu'Adélaïde était leur ennemi et que dès qu'on le trouverait, il faudrait l'éliminer. Pendant ce temps, Nashetania et Godov étaient déjà arrivés à l'endroit prévu, c'est-à-dire à l'entrée du pays des démons hurlants, là où les 6 héros étaient censés se retrouver depuis le début. C'est alors que Nashetania commença à soupçonner Hans d'être le traître, car elle le trouvait trop faible pour n'être qu'un figurant dans l'histoire. Mais Godov insiste sur la responsabilité d'Adélaïde. Nashetania pense qu'il dit tout cela par jalousie et lui dit d'arrêter. Pendant ce temps, à l'intérieur du temple, Hans étudie les murs et arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'entrée par le haut. Malgré tout, il pense que quelqu'un a réussi à entrer avant pour activer la barrière. Adélaïde suggère que ce doit être l'un des autres. Et alors qu'il se prépare à partir, Hans continue d'essayer de comprendre comment la barrière a été activée, puisqu'il n'a jamais appris comment fonctionne ce type de barrière. C'est à ce moment qu'Adélaïde eut une idée ingénieuse. Il s'avéra qu'aucun d'entre eux ne savait comment activer la barrière, et que seuls ceux qui connaissaient la séquence d'activation exacte seraient capables de déclencher la barrière. Il était donc certain que Hans et Shamalt étaient innocents. Sans perdre de temps, il s'est précipité hors du temple, déterminé à trouver Shamalt. Mais lorsqu'elle est apparue devant lui, elle a commencé à demander pourquoi Hans n'avait pas encore tué Adélaïde. Hans tenta d'argumenter en disant qu'Adélaïde n'était pas leur véritable ennemi, mais Adélaïde jugea préférable d'essayer de la convaincre directement, en disant qu'ils étaient très proches de découvrir qui était le véritable traître. Shamalt, cependant, ignore complètement ce qu'ils ont dit et dit que la meilleure chose à faire est de les tuer un par un jusqu'à ce qu'elle trouve le coupable. Avec beaucoup d'assurance, elle déclara qu'elle pouvait vaincre même un dieu démon à elle seule, et qu'en utilisant son pouvoir, Adélaïde serait la première à mourir. Elle se mit alors à dévorer un fruit farineux, après quoi elle se mit à vomir un liquide étrange. Adélaïde et Hans restèrent choqués, essayant de comprendre comment une si petite fille pouvait générer un marais de cette taille. Devant eux, des créatures monstrueuses commencèrent à émerger de l'étrange glu. Shamalt expliqua alors qu'elle portait un marais dans son estomac, où les monstres qu'elle avait déjà consommés prenaient une vie lorsqu'elle recrachait le marais. Sur son ordre, les bêtes se mirent à attaquer, et les deux héros prirent leurs jambes à leur cou. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas s'échapper par la forêt, Adélaïde lança un explosif et courut vers les piliers de sel, pensant que les créatures de Shamalt ne pourraient pas passer par là. Mais malgré cela, les monstres continuèrent à les poursuivre. Lassé de fuir, Hans décida d'affronter l'une des créatures, mais il s'aperçut qu'elle se régénérait sur place. Pendant ce temps, Adélaïde lance un autre explosif et se demande pourquoi Shamalt veut les tuer tous les deux. La Shamalt répondit alors que l'un ou l'autre pouvait être le traître et qu'au cas où,
Il valait mieux les éliminer tous les deux, et voyant qu'elle n'allait pas arrêter ça de sitôt, Adélaïde et Hans décidèrent de se préparer à un combat final. En réponse, Shamalt vomit encore plus de glu étrange de son estomac, et plusieurs démons les encerclèrent. Lorsque l'un d'entre eux s'avança, Hans parvint à le vaincre, et même à détruire l'autre. C'est alors que l'Adélaïde entre en action, abattant plusieurs des monstres, mais cela ne sert à rien. Ils revinrent tous à la vie, se régénérant rapidement, et Hans comprit qu'ils étaient complètement pris au piège. C'est alors qu'Adélaïde eut une idée. S'il pouvait éteindre le Shamalt, peut-être que les monstres disparaîtraient. Il essaya de la frapper avec une lance, mais un démon surgit de nulle part et avala l'arme. Lorsqu'ils essayèrent de s'approcher, les bêtes bloquèrent le passage, et Hans pensa qu'il n'y avait pas d'issue, et pendant qu'Adélaïde esquivait un gaz toxique, il réussit à vaincre un autre monstre, et peu après, il demanda à Hans de le couvrir pendant qu'il essayait de trouver une stratégie. C'est alors que Hans sauta devant lui et commença à dégager le chemin, détruisant plusieurs créatures sur son passage. Au milieu de cette confusion, Adélaïde demande à Hans d'attaquer Shamalt en lui disant qu'il trouvera un moyen de repousser les monstres. Hans accepta le plan et partit à l'assaut des démons, faisant gagner du temps à son ami. Quand Adélaïde fut prête, elle mit le feu à plusieurs créatures et joua même de la flûte pour attirer l'attention des monstres. Hans courut alors au milieu d'eux, protégé par les flammes, et tira même quelques clous sur un monstre. Il réussit à grimper sur les piliers et à voler vers la fille, mais celle-ci vomit à nouveau, créant un autre démon dégoûtant qui le fit tomber. Mais avant qu'il ne tombe, Adélaïde s'élança et lui donna un coup de pied sec, ce qui le poussa vers l'avant, le faisant heurter Shamalt de plein fouet et l'assommant. C'est alors que les monstres commencèrent à disparaître et que toute la matière grasse revint dans son corps, ce qui était assez dégoûtant. Sans perdre de temps, toutes deux attachèrent la jeune fille et la bâillonnèrent également, car elle était très dangereuse. Ils commencèrent à se demander comment ils avaient survécu à tout ce chaos. Et à l'intérieur du temple, Adélaïde décida de lui demander si elle savait quelque chose sur la barrière qui entoure la forêt. Mais elle jura qu'elle n'en avait aucune idée. Une fois dans la forêt, Flammy entendit le bruit de la bataille et courut au temple avec Mora. Et Adélaïde, sachant déjà que tout le monde serait de retour, décida de retourner dans la forêt. Mais avant de partir, Hans l'avertit que s'il était éliminé, Flammy deviendrait la prochaine suspecte. Mais Adélaïde croit en son innocence. Ainsi, pendant qu'il travaille dans la forêt, Hans doit aussi s'efforcer de découvrir qui est le véritable imposteur. Un peu plus tard, Adélaïde arrive près d'un ruisseau. Il jette la petite pierre de poudre à canon dans un arbre, faisant sentir sa présence à Flammy. Peu après, elle est apparue et a commencé à lui demander comment il était encore en vie, étant donné qu'il était non seulement laid et faible, mais aussi blessé. Mais il répond que la réponse est évidente, car il est l'homme le plus fort du monde. Au temple, Mora découvre qu'Adélaïde est passée, et elle est très en colère qu'il se soit échappé. Et elle ne comprend pas pourquoi Hans l'a laissé partir. Hans dit alors qu'il croit en l'innocence d'Adélaïde, et qu'ils sont sur le point de démêler le plan du traître. Au même moment, Adélaïde commence à expliquer à Flammy tout ce qu'il sait, en disant que la barrière était déjà en place lorsqu'il est entré dans le temple. Il soupçonne le chef de la forteresse d'en être responsable. Le chef de la forteresse lui-même a peut-être collaboré avec la taupe pour piéger tout le monde à l'intérieur. Il a affirmé que l'activation de la barrière n'avait rien à voir avec l'épée, et il pense que l'attaque dans la forêt a été faite exprès pour forcer le groupe à courir à travers le temple et à se retrouver piégé dans la brume au moment où les portes ont été ouvertes. Il pense donc que ce n'est pas lui qui a activé la barrière, mais quelqu'un qui est entré dans le temple pendant qu'ils essayaient de dissiper la brume. Et avec tout ce plan en place, le larbin, qui dans ce cas est le 7e héros, n'avait qu'à pointer du doigt le plus bizarre du groupe et lui faire porter tout le blâme. Flammy dit que Hans a été le premier à accuser Adélaïde, donc elle pense qu'il doit être l'imposteur. Au même moment, Nashetania et Goldov se trouvent de l'autre côté de la forêt, et elle dit que Hans est probablement l'imposteur. Elle se souvient qu'il a découvert qu'elle était une princesse avant même qu'elle ne le lui dise, ce qui lui fait penser qu'il n'est certainement pas n'importe qui. Goldov le trouve très énigmatique et lui demande comment Hans sait qu'elle est une princesse, puisque seules quelques personnes la connaissent personnellement. De l'autre côté de l'écran, Adélaïde dit à Flammy que Hans n'est pas un imposteur. Alors elle lui demande pourquoi il croit que Hans n'est pas un imposteur. Il explique alors que Hans a déjà eu l'occasion de le tuer pendant le combat, mais qu'il l'a épargné. Malgré cela, Flammy pensait qu'Adélaïde n'était qu'un maigrichon qui faisait trop confiance aux gens. Adélaïde déclara alors que le responsable de la brume devait être l'un des saints. Mais Flammy ne mâcha pas ses mots en disant qu'aucun saint ne serait capable de créer une brume aussi puissante en si peu de temps, car le pouvoir de chaque saint a ses propres limites. Pour prouver ses dires, Flammy fabriqua de la poudre à canon et la jeta sur le sol, ce qui fit tout exploser. C'est à ce moment-là qu'ils virent plusieurs pieux dans le sol, et elle expliqua que ces pieux donnaient à la barrière le pouvoir d'éloigner les démons, et qu'ils étaient enterrés dans toute la forêt, prêts à répandre la brume à tout moment.
Adélaïde soupçonne qu'il y a peut-être une autre barrière cachée quelque part, mais Flammy dit que deux barrières en même temps ne peuvent pas exister dans cette forêt. Tout ce qu'il a découvert n'est donc que foutaise, et elle lui a dit d'allumer son cerveau tout de suite, sinon on le lui reprochera. Pendant ce temps, à l'intérieur du temple, lorsque Mora tente de sortir pour chercher Adélaïde, Hans l'en empêche en disant qu'Adélaïde est utilisée comme bouc émissaire par la vraie taupe. Mais Mora était déjà convaincue qu'Adélaïde était le traître et qu'il essayait de semer le chaos dans le groupe. Elle a alors déclaré qu'il valait mieux qu'il soit déjà mort et a promis qu'elle l'achèverait lorsqu'elle le trouverait. Dans la forêt, Flammy dit à Adélaïde qu'il est pratiquement pris au piège et commence à préparer une autre explosion, montrant qu'elle est prête à l'envoyer à l'Insekai, mais elle se rend vite compte qu'il reste ferme et l'entend même dire qu'il n'abandonnera jamais. Il a dit que cet emprisonnement ne se terminerait pas avec sa mort et a averti que s'il était tué, Flammy serait inculpé peu après. Et il croit que la seule façon pour elle de rester en sécurité est pour lui de rester en vie. Alors il a promis qu'il la protégerait pour toujours. Touchée par ces paroles, Flammy lui a dit de rester à ses côtés, et elle a également dit qu'elle voulait maintenant tout savoir sur lui, mais elle a soudainement pointé son arme sur lui, voulant comprendre pourquoi il avait décidé de la protéger depuis le début, et ne l'avait jamais soupçonné d'être la traîtresse. Elle pense qu'il pourrait cacher quelque chose, et si elle sent qu'il ment, elle le tuera sur le champ. Maintenant que sa vie est à nouveau en danger, Adélaïde a déclaré qu'il ne l'a jamais considérée comme une ennemie, et que depuis qu'il l'a vue, il a ressenti un grand désir de la protéger. Dès qu'il a vu son beau visage, il est tombé amoureux d'elle et a décidé de la protéger, car il pensait qu'elle était son âme sœur. Mais Flammy a déclaré qu'elle ne voulait appartenir à personne et qu'elle préférait être seule maintenant, et même après la défaite du dieu démon. Elle pense qu'elle n'a pas sa place dans ce monde, car elle a été chassée de son propre peuple, et partout ailleurs, elle est connue comme une meurtrière. Elle pense donc que le meilleur destin pour quelqu'un comme elle est de tomber avec le dieu démon à la fin. Cependant, Adélaïde insiste encore pour qu'il s'occupe d'elle. Elle dit alors qu'Adélaïde est le plus grand idiot qu'elle ait jamais rencontré, et réalisant qu'il ne cesse de dire des choses qui n'ont pas de sens, elle lui tire dessus, et il réussit de justesse à esquiver le tir. Flammy invoque plus de poudre et dit qu'il est vraiment son ennemi. Alors elle tire à nouveau. Pendant ce temps, les autres entendent les coups de feu, et Hans en déduit qu'Adélaïde n'a pas réussi à convaincre Flammy de changer de camp. Mora rend alors la fleur à Chamotte pour qu'elle puisse à nouveau utiliser son pouvoir. Elle demanda aussi à Chamotte de surveiller Hans, pour s'assurer qu'il n'aille pas chercher Adélaïde dans la forêt. Et à ce moment, elle activa son pouvoir de dieu de la montagne, et des cubes magiques apparurent autour d'elle, créant une armure, et dès qu'elle fit un pas, un coup de vent se répandit autour d'elle, et avec les échos du dieu de la montagne, elle se mit à crier, faisant résonner sa voix dans toute la forêt. Elle annonce à tous qu'Adélaïde a tué Hans et qu'il est le 7e héros qui doit mourir. Elle ordonne son exécution, et Hans se rend compte que Mora a complètement perdu la tête, et elle répond que la seule chose qu'elle veut voir, c'est la mort d'Adélaïde. Soudain, un démon enveloppa sa main. Il sursauta et comprit que Chamotte avait appelé ses monstres au combat. Pourtant, Mora avait ordonné qu'il soit épargné, alors pourquoi Chamotte l'attaquait-elle? Sans rien comprendre, Hans commença à soupçonner Mora d'être le traître entre eux. Pendant ce temps, Adélaïde essayait d'échapper à Flammy, et c'est alors qu'il décida de montrer sa marque sacrée, prouvant que Hans est toujours en vie. Même avec cette preuve, Flammy ne veut pas l'écouter et tire à nouveau en disant qu'elle ne croira jamais rien venant de sa bouche dégoûtante. De l'autre côté de la forêt, Nashetan finit par croire tout ce que Mora avait dit. Elle en vint alors à la conclusion qu'Adélaïde avait vraiment trompé tout le monde, ce qui la remplit de rage. Elle invoque alors plusieurs épées et commence à détruire les arbres autour d'elle, bien décidée à l'éliminer. Pendant ce temps, Adélaïde essayait de gagner la confiance de Flammy, mais elle est maintenant déterminée à le tuer. Et pour que tout le monde puisse les localiser, elle lance une sphère explosive en l'air, qui explose, attirant l'attention de tout le monde. Lorsqu'Adélaïde tente à nouveau de s'enfuir, Flammy lui court après et manque de lui faire exploser le visage. Avant qu'il ne s'en rende compte, elle a lancé un explosif juste devant lui, et il a dû sauter haut pour éviter d'être touché. À ce moment-là, un arbre est tombé et il a fait un autre saut. Puis il a lancé des aiguilles dans la fumée et a roulé sur le sol pour se protéger. Lorsque la fumée s'est dissipée, il a vu que Flammy était blessée, mais elle voulait toujours savoir pourquoi il ne voulait pas lui tourner le dos. Adélaïde lui a demandé de lui faire confiance, mais elle a dit qu'elle ne pouvait faire confiance à personne parce que sa propre mère l'avait trahie. C'est pourquoi elle pense qu'il vaut mieux vivre seule pour toujours. Mais Adélaïde croit qu'il peut la sauver et court vers elle. Mais Flammy lui lance plusieurs explosifs, ce qui le projette en arrière et lui fait heurter un rocher. Avant qu'il ne puisse se relever, Mora est apparue.
prête à l'éliminer. Elle est assoiffée de sang et demande à Flammy de la couvrir. Elle réussit presque à faire tomber Adélaïde, mais il s'en sort quand même de justesse. Comme elle n'a pas réussi à le frapper, Adélaïde lui jette un liquide étrange au visage et y met le feu, mais elle se contente de le détruire avec du jus. Peu après, une bouffée de fumée envahit l'endroit, et ils réalisèrent qu'il s'était échappé. Mais Flammy le vit juste en face d'elle. Et lorsque Maura s'apprête à le capturer, Flammy l'arrête d'un coup de pied. Désorienté par ce qui venait de se passer, Maura entendit seulement Flammy lui révéler qu'Adélaïde se rendait. Il jeta son épée par terre et s'agenouilla. Irrité à la vue de son visage, Maura lui demande d'avouer, mais Adélaïde lui répète qu'il n'est pas le traître. Il lui montre un appareil permettant d'identifier les monstres et utilise une substance spéciale sur la balade Flammy. Sur place, elle devient rouge, et Adélaïde lui explique que c'est la preuve que Flammy est à moitié démon. Il a dit qu'il avait utilisé la même substance sur l'autel du temple pour essayer de confirmer qu'elle y avait été, mais qu'il s'était rendu compte qu'elle ne s'en était jamais approchée. Il dit que Flammy est innocente elle aussi, et qu'il espère qu'elle ne sera pas accusée à tort comme lui. Ces paroles touchèrent profondément le cœur de Flammy, qui commença à comprendre qu'il avait toujours dit la vérité. Malgré cela, Maura pensait qu'il méritait de mourir et se préparait à l'envoyer dans l'au-delà. Seule Flammy activa son armure, et alors que Maura était en état de choc, Flammy lui dit qu'Adélaïde avait atteint son cœur et qu'elle lui faisait enfin confiance à 100%. Maura tenta de l'achever avant de reprendre le contrôle, mais Flammy jeta un autre écran de fumée, donnant à Adélaïde une chance de s'échapper, et alors qu'il la tirait, Maura invoqua le pouvoir des montagnes, faisant tomber des troncs d'arbres du ciel. Mais ils réussirent tous à leur échapper. Goldorf plongea alors sa lame dans le visage d'Adélaïde et il échappa de justesse à plusieurs poignards qui suivirent. Lorsque Nashetani apparaît devant lui, Adélaïde se rend compte qu'elle a perdu la raison et elle fait rapidement comprendre qu'elle est là pour le tuer. Flammy a essayé de dire qu'Adélaïde est innocente, mais Nashetani a dit qu'il n'avait déjà pas eu de chance. Et Adélaïde, réalisant qu'il n'avait aucun moyen de la convaincre, a dit à Flammy qu'il allait directement au temple, car son seul espoir de convaincre tout le monde est de prouver que Hans est en vie. Au même moment, le Nashetani tenta de tirer plusieurs lances sur eux. Et pendant qu'Adélaïde essayait de dégainer son épée, Flammy utilisa sa magie pour faire rebondir tout ce que le Nashetani lançait sur eux. Et bientôt les deux commencèrent à s'enfuir. Le Nashetani tenta une nouvelle attaque, créant un mur d'épines, mais Adélaïde roula, et Flammy lança des explosifs pour tout détruire. Elle envoya un tir qui fut dévié, mais en envoya un autre qui fit reculer Goldob de quelques centimètres. Heureusement, il s'en sort indemne et s'apprête à l'achever, mais Adélaïde s'en aperçoit juste à temps pour le protéger. Nashetani tente de profiter de cette distraction, mais Flammy réagit sur le champ et protège Adélaïde. Au même moment, Moira crie à Flammy d'achever Adélaïde, mais Flammy est déterminée à le protéger et lance plusieurs explosifs dans leur direction. L'un après l'autre, les explosifs se déclenchent, soulevant une épaisse fumée dans la forêt. Goldob se demande pourquoi Flammy protège Adélaïde, et c'est alors que Moira dit qu'elle a probablement été manipulée mentalement. Goldob tenta alors de traverser la brume, mais Flammy le repoussa d'un coup. Et profitant de la brèche, Flammy cria à Adélaïde de courir tout droit vers le temple, ce qui lui ferait gagner du temps. Il a tiré sur le champ, mais Nashetani n'a pas tardé à le poursuivre. Lorsque Goldob courut pour le rattraper, Flammy le projeta au loin. À ce moment-là, Moira profita de la situation et lui donna un coup de poing qui la fit tomber. Dans le même temps, Adélaïde avançait vers le temple, espérant que Hans ferait parer ses attaques par Nashetani. Arrivé sur place, il commença à appeler Hans, mais il se rendit vite compte que le temple était complètement vide. C'est alors que plusieurs lances furent lancées dans sa direction, mais il parvint à les esquiver à temps et lança une bombe fumigène pour tenter de la déstabiliser. Lorsque Nashetani apparut entre les piliers, Adélaïde se jeta dans les buissons, mais elle n'hésita pas à courir après lui. Une fois dans les buissons, Adélaïde esquiva plusieurs lames, mais finit tout de même par être coupée aux jambes, et Nashetani s'approchant rapidement, il tira quelques aiguilles, mais elle se défendit en utilisant ses boucliers, et contre-attaqua, lançant d'autres coups sur lui. Adélaïde sauta haut, réussissant à esquiver la plupart d'entre eux, mais fut légèrement touchée par quelques-uns, et finit par trébucher. C'est à ce moment-là que Nashetani est apparu devant lui, lui demandant s'il était prêt à mourir. Adélaïde tenta d'argumenter, disant que tout ce que Moira avait dit était faux et que Hans était encore en vie, mais elle lui dit simplement de mourir tranquillement. Lorsqu'elle tenta de l'attaquer avec la dague, il se protégea avec son bras, brisa la lame en deux, la jeta par terre et termina la contre-attaque en lui donnant un coup de pied au visage. Peu après, Goldob arriva et Adélaïde s'éloigna rapidement. Cependant, il était maintenant très affaibli par la quantité de sang qu'il avait perdu. Il commença alors à se débarrasser de son équipement pour ne plus être trop lourd. Et c'est à ce moment-là que Goldob s'approcha de lui. Et même s'il essaya de se défendre, Adélaïde n'y tint plus et tomba, trop faible à cause du sang qu'il avait perdu. Le coup puissant de Goldob a failli le tuer définitivement.
Le coup lui a brisé plusieurs os et l'a laissé complètement épuisé. C'est alors que Moira apparut à son tour et demanda à Goldov de l'achever rapidement. C'est à ce moment que Charmo et Hans apparaissent au loin, et Hans annonce qu'ils essaient de retrouver tout le monde. En entendant tout cela, la Natchatani comprend qu'ils sont tombés dans un piège tendu par Moira et s'excuse de la situation. Malgré cela, elle continue de croire qu'Adélaïde est la fausse héroïne. Mais Adélaïde continue de croire qu'il peut prouver son innocence. Il a dit qu'il avait amené tout le monde ici exprès pour leur montrer la vérité. Il a expliqué que la véritable barrière n'avait été activée qu'après son entrée dans le temple. Moira a essayé de s'opposer, mais il lui a dit de se taire. Adélaïde lui dit que la première brume était une illusion, causée par une baisse soudaine de la température de la forêt. Mais Moira insiste sur le fait que tous les saints de glace et de neige ne peuvent pas faire cela sans créer d'abord une barrière. Mais Adélaïde la traite d'idiote et continue ses explications. Il dit que la hausse de température est causée par le saint du soleil qui s'est emparé de la forêt il y a quelques mois. Adélaïde la soupçonne d'avoir été capturée par les démons et d'avoir été forcée de chauffer la forêt en utilisant le pouvoir du dieu soleil. De plus, il a remarqué qu'à leur arrivée, la chaleur dans la forêt était insupportable. Il en conclut que les soldats de la forteresse étaient liés à l'imposteur. Comme si cela ne suffisait pas, ils avaient également transmis de fausses instructions pour activer la barrière. Ils l'ont aussi trahi jusqu'au temple, en utilisant des démons. Et au moment où il a ouvert la porte, le saint du soleil a probablement été tué. Le saint mort, la chaleur a disparu et la température a chuté rapidement, créant le brouillard. Donc, jusqu'à ce moment, la barrière n'avait pas été activée. Adélaïde explique que la vraie barrière a été activée par l'imposteur au milieu de la confusion, ce qui a fait retomber la faute sur lui. Amora tenta de dire qu'il inventait tout, mais Adélaïde affirma que le corps du saint devait être caché à proximité. Ils se mirent donc tous à chercher parmi les cadavres des monstres. C'est alors qu'ils trouvèrent le corps du saint. Le corps était à l'intérieur du corps d'un monstre. Et lorsque le corps a été retiré du monstre, Amora a compris qu'il s'agissait bien du saint du soleil. Malgré cela, elle insiste sur le fait qu'Adélaïde avait tout manigancé. Mais Flammy ne croit pas à cette excuse et ordonne à Amora de faire face à ses erreurs pour la première fois de sa vie. Voyant que personne d'autre n'était de son côté, Amora a fini par admettre qu'Adélaïde n'était pas un imposteur. Seulement, maintenant que le seul suspect a été innocenté, ils ne savent pas qui est l'imposteur. Tout le monde la regarde alors en face et Nashetania ordonne à Godov de l'empêcher de s'enfuir. Amora a essayé de se défendre en disant qu'elle n'avait rien à se reprocher. Mais Nashetania lui répond qu'elle est la seule possible. Dans le même temps, Adélaïde essayait toujours de comprendre la situation. Et Charmo apparut et leur assura qu'Amora n'était pas la traîtresse. C'est alors qu'elle montra 2 tablettes de pierre que ces monstres avaient trouvées enfouies dans le sol. Elle leur raconta qu'elle avait défoncé le sol du temple et trouvé des plaques et une épée cachée. Hans dit que l'épée et ses tablettes sont des copies originales qui se trouvaient dans le temple et qui ont été utilisées pour activer la barrière. Et quand Adélaïde a demandé pourquoi il y avait 2 tablettes, Hans a expliqué que la seconde contenait les instructions pour activer et désactiver la barrière. Il expliqua que pour que la barrière soit activée correctement, il fallait qu'un des héros verse son propre sang sur l'autel et détruise la tablette à l'aide d'une épée. C'était le véritable processus d'activation. Avec cette révélation, tout le monde se demanda qui avait réellement brisé la pierre de l'autel. C'est alors qu'Adélaïde réalisa que Nashetania, en plus d'avoir récité des incantations d'activation, avait également détruit la tablette de pierre de l'autel, le tout après avoir versé son sang. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout a pris un sens, et tout le monde a compris que Nashetania était en fait le véritable imposteur du groupe. Malgré cela, Goldalf n'a pas hésité à s'avancer pour la protéger. Nashetania a également essayé de convaincre tout le monde qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait ou de ce qu'elle avait fait. Adélaïde commença alors à revoir mentalement tout ce qui s'était passé pendant le voyage vers le temple. Il se souvint que Nashetania avait trouvé le moyen de l'éloigner volontairement, faisant de lui le premier à arriver au temple. Et réalisant qu'il n'y a plus d'échappatoire à la vérité, elle décide de se rendre, avouant qu'elle est bien la traîtresse qui s'est infiltrée parmi eux. Elle déclara qu'elle voyait en Adélaïde le héros le plus dangereux que le monde ait jamais connu, et que c'était pour cela qu'elle l'avait choisi comme première victime, car elle pensait qu'il lui serait facile de la mettre hors d'état de nuire. Mais lorsqu'elle a vu qu'il avait réussi à la démasquer, elle a été impressionnée par sa ruse et a admis qu'il n'était pas aussi bête qu'elle le pensait. Shamut a alors voulu savoir pourquoi elle voulait assassiner tous les autres héros. Elle révèle alors son véritable désir, qui est de créer un nouveau monde, où les humains et les démons pourront vivre en harmonie. Cependant, selon elle, cela ne serait possible que si tous les héros étaient éliminés, permettant ainsi aux dieux démons de prendre le contrôle du monde. Hans a trouvé cela complètement fou, et Fleming a alors demandé combien d'humains Anarketania était prête à sacrifier pour cette idée absurde, et sa réponse a été encore plus choquante. Elle répondit qu'elle était prête à éliminer la moitié de la population de la planète, et si nécessaire, elle en éliminerait encore plus.
plus. Ces paroles laissèrent tout le monde en état de choc, et Adlet réalisa qu'une personne aussi dangereuse qu'elle ne pouvait pas rester en vie. Il dit alors à tout le monde qu'il faut l'éliminer sur le champ. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, elle s'effondre en une substance semblable à de la boue, et son âme disparaît devant tout le monde. Mais le groupe croit qu'elle est peut-être encore en vie, et Hans se met à courir après elle, la suivant à travers la forêt. Pendant ce temps, Adlet, épuisé, s'effondre. Fleming commença rapidement à soigner ses blessures, et quelques heures plus tard, il se réveilla à l'intérieur du temple, déjà soigné avec des herbes médicinales récoltées dans les montagnes, et se sentant coupable de ce qu'elle avait fait, Mora décida de s'excuser d'avoir attaqué Adlet, mais il dit qu'elle devrait ensuite payer avec son délicieux corps, car l'homme le plus fort du monde n'accepte pas d'excuses. Peu après, lorsqu'il vit Hans, il lui dit que Nashetania elle-même avait désactivé la barrière et s'était enfuie. Après cela, Adlet quitta le temple et retrouva Goldov, qui était complètement dévasté d'avoir été trahi par sa bien-aimée Nashetania. Peu après, il rejoignit Fleming dans la forêt, où elle essayait de s'isoler. Il lui demanda alors si elle comptait rester avec le groupe, et elle répondit qu'elle avait décidé de rester avec eux, et que la présence d'Adlet lui donnait envie de rester en vie. Pour Adlet, c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre, et il croyait de toutes ses forces qu'ensemble, il pourrait gagner la bataille contre le dieu démon. Au moment où tout le groupe se rassemblait, une autre fille apparut. Elle arrive en courant et s'excuse de son retard. Adlet la reconnut rapidement comme étant Rolonia, une de ses vieilles connaissances, qui se présenta comme la Sainte du Sang. Amora voulant savoir ce qu'elle faisait là, Rolonia expliqua qu'elle était l'une des braves élus, mais qu'elle était restée bloquée à l'extérieur de la barrière pendant plusieurs jours. Surpris par cette déclaration, Amora exigea qu'elle montre ses armoiries, et dès qu'elle révéla sa marque, tout le monde fut confus, essayant de comprendre comment un autre imposteur avait pu apparaître dans le groupe. Cependant, le même jour, un roi est arrivé accompagné de sa garde royale, avertissant qu'une armée de démons s'approchait de la forêt. Le but des démons étant de les empêcher d'atteindre le dieu démon, Rolonia leur propose de battre en retraite, ce qui fait penser au roi qu'elle est peut-être un nouveau traître. Flammy était prête à l'éliminer sur le champ, mais Adlet prit les devants et demanda au roi de rétablir la barrière, affirmant fermement qu'il n'abandonnerait pas la mission tant que le dieu démon serait en vie. Ils se mirent donc tous en route vers le pays des démons Ivantes, et lorsque le brouillard se dissipa à nouveau, ils atteignirent enfin l'île et furent prêts pour la prochaine confrontation, cette fois-ci avec Adlet comme chef, car il est le seul qui n'est certainement pas un imposteur. Ainsi se termine l'anime Hoka no Yusha, qui a été abandonné et n'aura jamais de nouvelle saison. Donc si vous voulez quelque chose à ce sujet, recherchez-le. Bonne chance. Quoi qu'il en soit, un gros bisou à tout le monde. Au revoir et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.